un homme. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas à mon poste, on est en direct, merci. Touche pas à moi. Merci les chéris. Je vais quand même contrôler. C'est qui ça? Daniel Prévost. Cheval. Ouais. Ah oui. Je vais quand même contrôler. Les chéris. Merci. Il y avait un bibelot. Il y avait un bibelot, là. Les chéris, dans un instant, après moi, il y aura Clint Eastwood. Oh. Ah ouais. Après moi, il y avait... Après moi. Celle-là, tu sais que celle-là, faut être solide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Clint Eastwood. Non, pardon, c'est l'ordre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Après moi, il y a Clint Eastwood. Vous auriez pu dire dans la aussi, programmation, je suis avant lui, je suis désolé. Clint Eastwood, pendez-les haut et court. J'espère qu'il ne parle pas des chroniqueurs. Merci. C'est très fort, ce film. Incroyable. Un des meilleurs westerns de l'histoire du western. Ah oui? Ça va, Gilles? Très bien. Les yeux sont ouverts? Quel est le sens de votre question? Je vous sens pas réveillé. Tout à fait Vous avez réveillé. bien dormi? Vous avez dormi combien de temps? 2-3 heures, mais ça se voit. par... mais non, mais toujours. Mais Hein. pourquoi tu dors pas, toi? Ça s'appelle l'insomnie. Ah ouais, merci. Il est fatigué. Je m'endors, je me Tu réveille. pour un débile? Bah non, mais c'est vrai, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. Quoi? À quoi tu penses? À vous, pas mal. Ça me réveille. Vous perturbez ses nuits. Ouais. Tu vois, bah, moi je dors, je pense pas à toi. Vous avez la chance que vous... Alors moi je dors, mais alors vraiment, qui dort mal ici? Ah non. Bah, toi, tu es normal, ouais, parce que tu pètes beaucoup, toi, la nuit. J'ai dormi avec elle un jour, je peux te dire. Ça y va, hein. Je peux te dire. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va revenir sur Marion Maréchal ce matin sur France Inter. Ça a fait énormément parler. Alors, déjà, il y a la journaliste Sonia De Villers qui a mené l'interview. Et vous allez voir, alors Sonia De Villers, c'est France Inter, c'est du France Inter tout craché. Hein. Ah là, oui. Sonia De Villers, ah non, mais sans rigoler, c'est vraiment. Elle est persuadée qu'elle sait tout sur tout. Moi, elle est sympa, hein. J'avais fait une interview avec elle. Elle croyait qu'elle connaissait mieux la télé que moi. Et très vite, au bout de 5-10 minutes, elle a vu qu'elle avait encore du boulot. Non, mais je dis pas ça parce que moi, c'est le seul truc que je connais. Donc Sonia De Villers, elle connaît la télé comme moi, je connais la charcuterie. Vous avez coupé vos cheveux où? On me les a plaqués. Et un petit lifting avant de passer. Ah, fais gaffe parce que c'est ta meuf qui va te plaquer là. Tu es très Merci, beau. bonjour à vous. Tu es Ça très fait beau, plaisir d'être là. Comment ça va, mon chéri? Je suis tellement content de te voir. Bah, moi aussi, c'est toujours un bonheur. Tu es mon petit génie. Ah, c'est Tu gentil. sais, J'aime bien ce surnom. Je frotte comme ça et tu La lampe apparais. Non, je frotte mes fesses. Et tu apparais. J'adore. Comment ça Et va? je sors d'où, du coup? Non, c'est ça. C'est ça le problème de Gauthier. Gauthier, pour moi, qui est un des plus grands talents du moment. Pour si ce n'est le plus grand. Ouais, donc je suis très heureux quand il vient nous voir. On va revenir sur le buzz du jour. Marion Maréchal sur France Inter ce matin. C'était franchement, c'est Tellement gratuit. Non mais c'est pas En fait, possible. c'est la gratuité de la question, quoi. Vous voulez qu'on va voir la question sur Pétain tout de suite ou pas? Bah, c'est un peu Allez. le buzz du jour. Bah ouais, on va voir ça et après on va voir un homme est un homme, une femme est une femme. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur les propos de Marion Maréchal qui a dit. Elle revenait bien sûr sur le prix d'interprétation féminine qu'a reçu à Cannes, on en a parlé hier, et elle disait un homme est un homme, une femme est une femme. Voilà, donc pour elle, elle comprenait pas. Que On elle remet n'est- à un homme le prix d'interprétation féminine, selon elle. C'est ça le truc, hein? Vous avez mangé un micro ou quoi? Et Cyril, vous savez qu'en parlant de Marion Maréchal, il y a un article que je viens de lire dans les coulisses du Point qui commence par votre question sur qui vous sauvez sur une barque entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, parce que ça fait énormément réagir dans le clan Zemmour. Je vous ai écrit d'ailleurs tout de suite après en vous disant j'ai des réactions instantanées. Vous avez pas coupé la séquence et vous l'avez pas publié sur les réseaux sociaux, donc le buzz a été limité en interne. Ah oui, parce que si on avait des bons sur les réseaux, on le saurait. C'est le truc le plus important, mais ils l'ont pas fait. Ils se préfèrent mettre Gilles Verdez qui dit que j'ai mal à la gorge. Je pense que c'est plus intéressant. Voilà, bah, vous savez, vous verrez, un jour vous travaillerez avec mes équipes, vous comprendrez ce que c'est. Et c'est plus qu'une rumeur, il y a une petite musique qui dit qu'elle pourrait revenir au RN et chez Marine Le Pen. Et cette séquence a prouvé que les relations s'étaient consolidées entre elle et sa tante. Exactement. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Alors nous, on adore se sucer mutuellement. Hein. Vous l'avez remarqué, hein, c'est vraiment... C'est sus-mi, sus-moi. Hein. Regardez, c'est parti. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, bah, ça, c'est encore une autre question. Et faire faire 4 milliards d'économies aux Français. Parce que cette question est tellement dingue... Voilà, que je n'y répondrai même pas. Voilà, elle est bête, elle est dingue, elle est outrancière. Voilà, je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Bon.
Pour la masterclass de Marion Maréchal, pour ce qu'elle lui a mis. Oh là là, oh l'hôtel, dans la gueule là. Oh, sans rigoler, non mais c'est inadmissible, excusez-moi. Gauthier, franchement, c'est quoi ça? Mais c'est la gratuité. Vous imaginez si nous, on fait la même chose ici? Non mais c'est honteux, excusez-moi, c'est la gratuité. Vous d'ailleurs, vous avez reçu Léon Desfontaines à l'instant. Vous ne lui avez pas parlé de Joseph Staline. Non, vous ne lui avez pas parlé de Lénine. Non. Bon, voilà. Donc là, on lui parle de Pétain. En plus, ça n'a aucun sens parce que je ne crois pas que le général de Gaulle prenait des familles avec 2 papas ou 2 mamans. Alors on peut très bien critiquer la position de Marion Maréchal. Elle est contre, effectivement, là, c'est un truc qu'elle avait préparé avant. Elle avait préparé son buzz qui a été. Et en fait, elle s'est pris buzz contre buzz. C'est comme Kems contre Kems. Tu vois pas. On ne comprend pas parce que c'est la gratuité totale de la question. Elle a quasiment lui dire que voilà, elle reprend le slogan du régime de Vichy. Donc, je vais donner un conseil à Sonia De Villers et autres journalistes de France Inter. Quand vous préparez des buzz, quand vous préparez des choses, Marion Maréchal, les gars, c'est. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'en ai reçu des hommes politiques et des femmes politiques ici sur ce plateau. C'est le Real Madrid. Croyez-moi. Non mais je vous le dis, voilà, que tu sois d'accord avec elle ou pas, c'est un monstre. Elle connaît tout sur tout. C'est Gabriel Attal. Gabriel Attal aussi, c'est Real Madrid. Gabriel Attal, c'est très dur de le choper sur quelque chose. Voilà, donc Gabriel Attal, Marion Maréchal. Sonia, excuse-moi ma chérie, on t'aime bien, mais là c'est compliqué. Franchement, on peut pas. Voilà, c'est compliqué. C'est vrai. C'est Besiktas qui va s'attaquer au Real Madrid. Non mais ces mecs, sans rigoler. Soyons sérieux. Franchement. Ah oui, c'est un peu léger. Alors, elle était sur France Inter ce matin, donc Marion Maréchal. Toute l'interview était comme ça. En tout cas, il l'invite. C'est déjà beaucoup, puisqu'on a vu qu'ils avaient invité que 4% des personnes à droite. Là, c'est le temps de parole. Ils sont obligés, c'est la campagne européenne. On peut dire que quand Marion Maréchal arrive dans les locaux de France Inter, là, les gars, je peux vous dire que ça doit être. Ils doivent tous tourner la tête. Là. Ils veulent même pas croiser son regard. Vite, hein. Elle n'a pas attendu le sketch de Daniel Morin derrière, elle est repartie aussitôt. Daniel Morin, je vais te dire, franchement, Christian Morin. Qui lui était consacré, le sketch. Daniel Morin, tu sais, je vais te dire, généralement, les sketchs de Daniel Morin, moi aussi, je reste pas. Marion Maréchal a bien fait de rentrer chez elle, elle avait certainement des choses bien plus intéressantes à faire. Regardez donc ce qu'a dit Marion Maréchal ce matin sur France Inter, regardez. Je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme. Les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste, c'est terrible. Les maîtres, on peut avoir la question derrière, s'il vous plaît? Êtes-vous choqués? Alors, ils mettent toujours cette question. Êtes-vous choqués au lieu de mettre êtes-vous d'accord ou êtes-vous truc? Comme ils ont appris un mot cette année dans l'émission, ils mettent choqués à tous les trucs. Parce qu'ils on dirait qu'ils travaillent chez Daily Shock, les mecs. Voilà, êtes-vous choqués? On est choqués de tout. Est-ce que vous êtes choqués, vous? Alors moi, je suis jamais pour cibler les gens personnellement. Oui. Elle l'avait fait avec le couturier Jacques Mus sur la GPA qu'il avait fait. Là, elle cible une actrice en particulier. D'ailleurs, il faut dire que c'est un prix collectif. Il y a Selena Gomez, Zoé Saldana qui ont gagné aussi le prix et qui n'ont pas fait une transition c'est pas de ça, genre. En fait. Après, c'est pas ça qu'elle veut dire. Marion Maréchal, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais ça, ce qui sera intéressant. Moi, j'ai même plus envie de parler de cette histoire de Cannes, de prix d'interprétation. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'elle est en train de dire, Marion Maréchal... C'est une réalité biologique. Voilà, c'est pas ça qu'elle est en train de dire. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Je vais vous dire ce qu'elle est en train de dire, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'elle en a marre. Moi, je vais vous dire, la dernière fois, j'ai assisté à une scène qui m'a rendu fou, moi. Je le dis aux téléspectateurs. La dernière fois, je vois une scène, il y a un petit garçon de 5 ans qui est en train de discuter avec un gars qui dit « Comment tu t'appelles Alors, t'as une copine ou peut-être un copain ?» À 5 ans, on attend 2 minutes, on saura après ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Non, mais est-ce qu'elle est en train de dire, Marion Maréchal, ça, idéologie. Elle parle de toute cette... Elle parle de toute cette idéologie woke. En fait, c'est le wokisme qui la dérange. C'est tout ça, c'est toutes ces questions qu'on fait se poser même à des enfants, alors qu'ils n'ont pas à se poser ces questions, les enfants. Je suis désolé. Voilà, moi, et je pense que c'est ça, en fait, qu'elle dénonce, Marion Maréchal, je pense. C'est exactement ça ce qu'elle dénonce, c'est cette idéologie transgenre. Et pour aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, quand un enfant, un adolescent ou donc un mineur se sent mal dans sa peau et se pose des questions peut-être sur sa sexualité, sur son orientation sexuelle, on l'oriente de manière immédiate vers l'option du transgenrisme, de la transition de sexe. Or, cette transition est très complexe et très coûteuse, peut générer de gros problèmes. Moi, quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau... Mais bien sûr. Et qui a envie de faire une transformation... Transition.
Il n'y a aucun problème. Ça ne doit pas être automatique. Mais ça ne doit pas être automatique. Pour un enfant qui se pose une question pour des transitions qui peuvent être, encore une fois, très complexes, avec des effets irréversibles, on en a parlé. C'est-à-dire qu'un gamin, un mineur qui décide, un petit garçon de devenir une petite fille ou vice-versa, c'est irréversible. Et la deuxième chose, c'est que j'en ai marre qu'on taxe les gens de transphobes pour un oui ou pour un non. Elle a simplement dit qu'un homme qui devient une femme est né homme. C'est une réalité implacable. Et pour ça, on la taxe. Et ça serait très intéressant puisqu'on a porté plainte contre elle. Donc, ça sera intéressant d'entendre la justice. Est-ce qu'on a encore Justement, j'aurais bien aimé voir l'extrait de Sonia De Villers où elle lui dit oui, mais elle lui dit c'est contre la loi, c'est contre la loi. C'était cet extrait que je voulais, mais ils prennent jamais les bons. Et ils font passer à partir de maintenant, vous allez m'envoyer tous les extraits. Et ils font passer ses propos pour des propos haineux, alors qu'elle décrit simplement une vérité, encore une fois, supportable. Non, c'est plus une vérité. Oui, Raymond qui n'était pas là hier, il a le droit de parler un petit peu. Non, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Elle dit quand tu nais homme, tu dois être homme. Moi, j'ai plus de mal dans le sport. Dans le sport, pour moi, je veux pas que les transgenres. Je vais te dire, on parle pas du sport ou pas du sport. Ce qu'elle a voulu dire, Marion Maréchal, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est au-delà du Festival de Cannes. Sortons du Festival de Cannes, dont tout le monde se fout. D'accord. Le Festival de Cannes, pour le coup, elle a complètement tort. Pour le c'est une actrice, c'est pas voilà, il faut en sortir. Le Festival de Cannes, il faut en sortir. Elle parle voilà, en plus, elle regardez. Moi, on a Arturo Brachetti là, voilà, qui est là. Voilà, donc elle nous dira ce qu'elle en pense. Donc vas-y. Moi, je suis comme Géraldine sur le Festival de Cannes. Ça me dérange pas qu'une actrice prenne le prix comme ça. Ça me dérange pas. Je suis plus pointu sur le sport. Après, c'est Marion Maréchal, c'est des idées de Marion Maréchal. Et moi, je suis quand même, quand tu nais homme, t'es un homme. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras un homme. Après, tu peux, si tu veux changer. C'est ça, le débat, c'est pas Cannes, les chéris. Le débat, Valérie Belaïm, le débat, ça n'est pas Cannes. Cannes, on s'en fout, d'accord. On parle de Marion Maréchal. C'est pour ça que la question est mauvaise une fois de plus. Voilà. C'est Marion Maréchal qui dit un homme est un homme, une femme est une femme. C'est ça la vraie question. Donc voilà. On n'est pas choqué, elle a raison. Après, on sait que la sexualité, c'est quand t'es petit. La sexualité, ça se décide très tôt dans le jeune âge. Si après, il y a des gens qui veulent faire la transition et qui veulent passer femme, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce qu'elle dit, elle a raison sur l'idée de départ. Moi, je peux être que d'accord avec elle. Au départ, si tu n'es homme, t'es un homme. Ensuite, après, la sexualité, ça se découvre avec le temps. Il faut pas prendre de décision. On vous a pas donné la parole. Je vais donner la parole à Bernard Montiel. C'est un homme qui veut devenir une femme. Même si je me trompe quand je dis la sexualité, c'est vrai, peut-être je me trompe. Le genre et le sexe. Le genre et le sexe, je me trompe, je mélange peut-être les deux. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on laisse le temps. On laisse le temps peut-être plus tard, 14, 15, 16 ans, comme a dit Guillaume, parce que c'est un truc irréversible. Il faut attendre peut-être la majorité. Et moi, je pense qu'on aura les woke qui vont parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est insupportable, les woke, Benaïm et consorts. Pour l'instant, on a Bernard Montiel. Et moi, je suis quoi alors ? Toi, tu ne sers à rien, mais on t'adore. Voilà. On t'adore. Non, moi, je crois qu'il faut quand même une reconnaissance pour ces personnes qui souffrent, comme l'a dit hier la jeune femme qui était avec nous. Oui. Ça existe, il ne faut pas nier. Transgenre, ça existe. D'ailleurs, l'actrice, en l'occurrence, sans vouloir revenir sur Cannes, elle a dit que depuis l'âge de 4 ans, elle en rêvait. C'est un truc qui est en eux. Mais quand on dit non, on ne dit pas qu'il ne faut pas les reconnaître. Mais il n'a pas dit qu'il fallait les reconnaître. Mais on ne dit pas que ça n'existe pas et on ne dit pas qu'on ne veut pas les reconnaître. Vous êtes à côté de la plaque. C'est affreux de dire ça. Je vais demander à quelqu'un. Je vais demander, s'il vous plaît, je vais demander au mec le plus franc de la table, au moins, de faire décoller un peu le débat. Jean-Michel Maire, parce que là, c'est insupportable l'hypocrisie. Jean-Michel Maire. Oui, mais moi, je suis franc, mais moi, j'ai pas tellement de mal, parce que je fais partie d'une ancienne génération où malheureusement les choses étaient plutôt binaires. Et on était content que ça soit binaire. Vous ne faites pas du tout partie de l'ancienne génération. Ah, si, quand même. Plein d'idées. J'ai 62 ans. J'ai 62 ans. J'ai vu votre bac tout à l'heure. L'ancienne génération, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Et je suis resté d'une génération où on était heureux quand les choses étaient simples, où il y avait des hommes, des femmes, et que du coup tout n'était pas mélangé, tout n'était pas dans une sorte de brouillard. On n'en peut plus. Des gens malheureux, je ne sais pas s'il y avait des gens malheureux, peut-être, oui, mais il n'y avait pas une sorte de porte-drapeau perpétuel pour dire qu'on était autre chose que ce qu'on était à la naissance. Désolé, je vais donner un exemple tout simple. Polska, que j'adore. Elle était la semaine dernière, vendredi, je la trouve dans les toilettes des hommes. Je dis, Polska, c'est les toilettes des hommes. Elle dit, je ne suis pas une femme, je suis non-binaire. Alors je lui dis, ben non, là, je suis complètement paumé avec le truc, là, comme ça. Excuse-moi, t'es une femme. Va dans les toilettes des femmes. Commence à t'arrêter sur les vannes de Polska. Oui, c'est ça. Non, mais ça devient maintenant tellement mélangé, tout ça, qu'on s'y perd, et quand on s'y perd, on s'affronte. Et quand on s'affronte, bah, du coup, je trouve que ça devient quelque part pas malsain, mais ça devient Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Votre avis ? Mais je vous dis, ça sera intéressant de voir si on a encore le droit en France, vu qu'elle va être vraisemblablement, si ça va au bout, elle va être jugée, Marion Maréchal, puisqu'il y a des plaintes il y a des plaintes portées par des associations contre elle. Est-ce qu'on a encore le droit de dire que c'est une réalité biologique d'être femme ou d'être homme ? Après, je suis jamais pour cibler
les individus, mais c'est quand même intéressant. Mais elle a d'ailleurs un bon exemple. Moi, ça m'a fait penser à cette séquence aussi. Vous savez, où il y a un invité, on le présente, bonjour monsieur, il dit qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un monsieur? Vous êtes blanc? Ah bah non, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc? C'est sur arrêt, voilà. Je voulais pas les citer pour pas leur faire de pub parce que c'est bien le seul à les regarder. Mais cet extrait a tellement fait de buzz et a été vu des milliers et des milliers de fois. Dans leur propre piège. Voilà. Les woke qui sont fait prendre dans leur propre. Jusqu'où ça s'arrête en fait? Jusqu'où ça va? Ils font des reportages sur moi toutes les semaines. Pas que sur CNews, globalement, voilà. Ils nous adorent, ils nous regardent beaucoup. Vous savez quoi? Ils nous regardent beaucoup. Ils font pas. Tu sais, on est beaucoup plus regardés qu'eux. Ça c'est sûr. Et j'ai oublié de dire que dans certains pays, notamment d'Amérique du Nord, où les opérations pour changer de genre sont beaucoup plus répandues qu'ici, il y a à peu près 30% de personnes après qui veulent revenir à leur genre précédent. Donc ils détransitionnent. C'est irréversible. Donc, après qu'on détransitionne, on va dire, on va leur tirer le prix d'interprétation féminine parce que c'est redevenu un homme. Ça devient complètement ubuesque, je trouve. Et franchement, moi je m'y retrouve. On sait que le cinéma est perdu, oui. Gilles Verdouze. Non mais il est dingue, Jean-Michel. S'il vous plaît, calmez-vous. Oui, mais je veux bien. C'est Jean-Michel Maire, il va faire un spectacle, s'il vous plaît. Non mais d'abord, moi je suis pas woke, mais je suis révolté parce que j'entends vous avez inventé le concept. Vous avez inventé le concept. T'as un problème, toi? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Lui, c'est vraiment, c'est l'intouchable. Alors vraiment, je vais te dire. Alors lui, c'est l'intouchable. Lui, il fait ce qu'il veut. Au nom de quoi? Il peut chier sur ton public. Je ne tiens pas particulièrement. Non, je ne tiens pas. Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, c'est l'intouchable. Donc, mollo lastico. Voilà. Donc j'attaque Jean-Michel. Oui, attaque Jean-Michel. Non mais c'est fou ce que vous dites. Il y a des gens, vous dites c'était mieux avant, il y avait des hommes, des femmes. Il y avait des chromosomes, comme dit Marion Maréchal. Oui, XY. Mais des gens se sont suicidés pour vos conneries. Des gens se suicident pour vos conneries. Il y a des gens qui se suicident aussi après avoir changé de genre. Arrêtez, mais vous êtes fous. Il y a une étude. Toi, c'est mieux que tu te taisses, franchement. Tu sais qui c'est elle? C'est l'arrière-grand-mère de l'intouchable. Donc tu te calmes. Je sais plus à qui parler. Ah mais ne parle pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis une énorme bêtise parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, il y a 12% de chances de suicide chez les transgenres que chez les autres. Et les bloqueurs de puberté, les pays qui sont à la pointe, ils reviennent tous dessus. Et Valérie, comme tu connais pas. Non mais attends, comme tu connais pas le sujet, puisque les bloqueurs de puberté c'est réversible. Elle connaît très bien le sujet. Valérie, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as répondu à Jean-Michel quand il essayait de défendre une vision de la famille que l'on avait avant. Tu as dit que ça faisait des malheureux. Tu as dit ça. Eh ben, excuse-moi, mais on est en train. Dès que quelqu'un est malheureux, on est en train de lui donner comme réponse, parce qu'il y a une poussée idéologique sur cette transition de genre. Donc dès qu'un ado, par exemple, est malheureux, on va lui expliquer que c'est parce qu'il peut choisir son genre. Je ne veux pas de cette vision du monde. Et comme Marion Maréchal, on fera. Oui, mais justement, on fera. Des trucs qui n'existent pas. Allez vendre des bracelets sur la plage là et on verra après. Tous les gens qui prônent pour la tolérance sont les plus intolérants, parce que dès qu'on dit quelque chose, mais par exemple que les drag queens n'ont rien à faire dans une école. On n'aura qu'une woke, ou Géraldine ou Benaïm, pas les deux. Quand les drag queens sont dans les classes maternelles, si on remet ça en cause, on est transphobe. On ne peut plus rien dire. Donc voilà, donc là, moi je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu as à dire, mon Gilles? Non, mais c'est honteux ce qu'elle dit. Mais là, on est il y a 150 ans, vous vous rendez pas compte qu'on entend ça? 250. Ah bah oui, d'accord. C'est 250. Ah oui, mais non, mais là c'est l'arrière-grand-mère du petit. Mais non, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Je veux dire quelque chose. Pour moi, celui qui a les idées les plus rétrogrades ici, qui croit qu'il est très moderne, c'est vous. Vous êtes catastrophique. Cyril, arrête d'insulter ma vie. Attention. Ok. Franchement, vous ne parlez pas comme ça, mon arrière. Tu sors. Lui, c'est l'intouchable. Lui, c'est l'intouchable. Il peut provoquer qui il veut. Personne n'a le droit de rétorquer. Et je rappelle qu'on n'a pas le droit de retoucher son père. Quand même un petit peu. Voilà, exactement. N'en rajoute pas, toi. Et tu ne le tutoies pas. D'accord? Tu ne le tutoies pas. Est-ce qu'il peut m'appeler monsieur? Oui, bien sûr. Merci. Gauthier, j'aimerais que tu fasses... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la France Insoumise après comme sujet, donc il faudrait quand même qu'il revienne. T'inquiète pas, il va revenir, il part jamais très loin. Ah, voilà. T'inquiète pas, il va revenir, mais j'espère qu'il aura compris qui tu étais dans cette émission. Voilà. On va voir tout de suite, avant d'avoir... On va laisser parler une des woke. Juste, on va voir d'abord le sondage, donc voilà, pour les calmer un peu. Voilà, merci, êtes-vous choqués? 90% non. Merci, allez-y maintenant. Benaïm, toujours, la woke de service, la wokeman, comme on l'appelle ici. Merci, Benaïm, vous voulez parler?
alors. Alors, vas-y, alors. Non, mais je voilà, trouve allez, que la merci. façon dont vous évoquez ce sujet... Déjà, c'est pas vous, c'est lui. Et lui, c'est le chouchou. Non, parce que Gauthier est le plus équilibré. Gauthier est extrêmement mesuré dans ses propos. Bien sûr. Et Gauthier dit... Donc vous vous attaquez à qui? À Jean-Michel Maire? Jean-Michel. Il vous a jamais aimé. Il y a 90% des Français, visiblement. Exactement. Et à 90% des Français, exactement. Mais qui sont des cons. Bah ouais, bien sûr. Mais il n'y a que Benaïm et Géraldine Maillet qui ont toujours raison. Les deux prix Nobel de l'émission. Les prix Nobel de la connerie. Merci. Allez. C'est pas parce que la majorité dit quelque chose que je vais suivre la majorité. Mais vous devriez. Non, mais Benaïm, vous suivez pas la majorité, vous devriez parce que vous devriez les suivre, Benaïm. Mais sur les autres chaînes aussi, vous auriez dû les suivre la majorité. Benaïm, vous auriez fait peut-être plus d'audience. Merci. Allez, drapeau à l'Assemblée nationale. Qu'elle se teste, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Merci. 90%, le public a parlé, merci. 9%, c'est déjà bien. Oui, 9%, c'est plus que Mélenchon, peut-être aux européennes. Donc, oui, on le dit. Allez, on va parler. Gilles Verdez est revenu, quel bonheur. Monsieur Chouchou, là, il ferme bien sa gueule. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Mais c'est son côté France Insoumise. Il n'aime pas la contradiction. C'est son côté France Insoumise. Petit despote en puissance. Je vous le dis, lui, c'est le chouchou. Monsieur Chouchou, j'ai dit monsieur. Donc très bien. Alors, il s'est passé un truc de fou aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, on va revenir à la France Insoumise. Donc, il y a le député Sébastien Delogu, très proche de Jean-Luc Mélenchon. Il a été son chauffeur et puis Jean-Luc Mélenchon a fait en sorte qu'il puisse se présenter. Et il est passé de chauffeur à député, lui. Et il a été député. C'est comme dans Sous le Soleil. Le mec, il est plagiste le matin, il est chirurgien le soir. Et donc, vous voyez, il a brandi un drapeau de la Palestine après le bombardement de Tsahal à... Non, mais lui, c'est incroyable. Ah ouais, donc lui, il était chauffeur. De Mélenchon. Maintenant, il est... Ouais, c'est pour ça qu'il a rencontré Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, d'accord. Et il est devenu député. C'est comme nous, chauffeur-livreur, il est chroniqueur. C'est la méritocratie républicaine, c'est un très beau parcours. Et donc il a brandi ce drapeau de la Palestine en plein hémicycle après le bombardement de Tsahal sur Rafah. Il a donc été exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale et il a une suspension de son indemnité pour 2 mois. Sur ce bombardement, de son indemnité. Il a été dit plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Alors, pour le moment, il y a la théorie de l'armée israélienne. Évidemment, tout ça sera à confirmer. Ce qui se passe à Rafah est évidemment un drame absolu. Que ça a provoqué un tollé à l'échelle internationale. Même Emmanuel Macron a demandé que ça cesse immédiatement. Je rappelle qu'il y a plusieurs pays européens qui sont en plus en train de reconnaître l'État de la Palestine. Il y a Emmanuel Macron qui vient de faire une déclaration juste avant que j'entre en plateau en disant qu'il fallait évidemment une reconnaissance de la Palestine pour avoir une solution à 2 États, mais que ce n'était pas le bon moment, puisque certains à droite expliquent que si on reconnaît la Palestine maintenant, c'est donner raison au Hamas, mais donc c'est une question de timing. Il y a eu plus de 40 morts dans cette frappe donc, israélienne sur Rafah. Ce qu'explique l'armée israélienne qui tente de se défendre, c'est que cette frappe visait 2 terroristes du Hamas et aurait déclenché un incendie. Encore une fois, c'est à prendre avec des précautions. C'est la théorie de l'armée israélienne, ça sera vérifié, a déclenché un incendie qui a créé donc, ce drame absolu et qui a fait des dizaines de morts, dont des enfants. Bien sûr, c'est un drame. Alors, et donc, c'est pour ça, je voulais expliquer un petit peu le contexte, c'est pour ça que cette personne a brandi ce drapeau. Exactement, alors on va revoir la vidéo. C'est évidemment totalement odieux, horrible. Il ne faut pas être dupe de l'instrumentalisation de la France Insoumise. Une fois de plus. Qui fait ça à quelques semaines des Européennes, qui savait très bien qu'en brandissant le drapeau, ça allait aboutir sur une exclusion de l'Assemblée. Et ce que disait Meir Habib était intéressant, député. On va le voir. Il dit, si moi j'avais brandi un drapeau israélien, imaginez un peu la réaction de LFI. On connaît leurs outrances depuis le 7 octobre. Exactement, on va voir ce qu'il a... Et on va voir, ça a failli en venir aux mains. Entre David Guiraud et Meir Habib. Et David Guiraud, qui était tout gentil, il venait ici. Franchement, sur CNews aussi, il était très heureux d'être là quand il n'était pas élu. Et comme Antoine Léaumont, comme d'autres. Et puis une fois qu'ils sont élus, j'allais dire, ils vous chient dessus, mais ça dépasse un peu ma... Vous pouvez le dire. Voilà, regardez, on va voir déjà la scène et puis vous allez voir ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. On a écouté juste avant l'excellent Franck Riester, que j'adore. Il est très fort. Ministre du Commerce extérieur. Exactement, il est très bon, Franck Riester, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et
Donc là, on a l'impression d'être en classe encore. Hein. Alors justement, comprenez-vous que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours, ça s'est envenimé après, oui, non. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu quelques minutes après, Alma Dufour et David Guiraud s'exprimaient devant les caméras concernant ce qui venait de se passer. Meyer Habib est venu interpeller les deux députés. Une violente altercation a explosé entre les deux députés. Regardez. Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Alors c'est très grave. Hein, il traite un juif de porc. Et puis il le pousse. Mais la vérité, il m'aurait poussé comme ça, il en mangeait une. Hein. Traiter un juif de porc. Mais déjà, il n'a pas à le pousser comme ça, c'est inadmissible de le pousser comme ça, excusez-moi. Hein. Bien sûr, mais David Guiraud, franchement, c'est très menaçant de le pousser comme ça, excusez-moi. En plus, il était plutôt... il lui disait que voilà, tous les enfants, qu'il était touché par la mort de tous les enfants. Et, voilà, alors que David Guiraud, qui a dit que lui aussi était touché par tous les morts, à Tunis, il a relativisé les horreurs du 7 octobre. Bien sûr, et ensuite, il a vu le film à l'Assemblée nationale des horreurs du 7 octobre et il a dit qu'il ne parlerait plus de la même manière, avec la même légèreté, des centaines de morts du 7 octobre. Donc en plus, lui, il n'est pas touché par toutes les victimes. Non, mais David Guiraud, de toute façon, c'est catastrophique. David Guiraud, il s'enlise à chaque minute, à chaque fois qu'il prend la parole. David Guiraud, il était tout content d'être ici, hein, je peux vous dire. C'était vraiment le premier qui venait. Sachez que, et je vous le dis, chers téléspectateurs, ne soyez pas dupes. Ce sont des imposteurs. Tous ces gens de la France insoumise, que ce soit David Guiraud, Louis Boyard, la nouvelle là, Ima Hassan. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus qui. Il y a toute cette équipe. L'autre, la Panot, on n'en parle même pas. Ce sont des imposteurs qui venaient ici. Sachez-le. Moi, j'ai eu des scènes avec eux qui sont incroyables. J'ai eu une scène incroyable. Moi, un jour, Jean-Luc Mélenchon à la pub m'a dit tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est juif. Hein. Donc, j'ai rien contre les juifs. Hein, voilà. Donc, il vous a dit ça? Oui, bien sûr, il m'a dit ça. Pour vous dire, ils savent plus quoi faire pour faire leur pub. Ils sont d'un côté, de l'autre. Ils savent même pas ce qu'ils disent. Là, ils ont trouvé. Je vous dis, en vérité, ils ont trouvé une posture. Ils se disent, on a quelques jours d'élection, ils perdent des points toutes les minutes, toutes les heures et tous les jours, ils perdent des points dans les sondages. C'est devenu catastrophique, la France insoumise. Même on a eu le candidat communiste il y a un instant qui en parle comme si c'était la fin d'une histoire. Et d'ailleurs, tout le monde sait que c'est la fin d'une histoire. Et quand je vois David Guiraud qui s'enlise et qui, à mon avis, va avoir une bien piètre carrière politique, écoutez, on le voit bien qu'ils sont dans un engrenage et dans une stratégie de l'échec. Et actuellement, la France insoumise n'existe plus. Et là, ce comportement-là, avec un autre député, et après, nous, on nous dit qu'on parle mal aux députés. Non mais vous voyez pas, quand on voit cet exemple-là, quand on voit un exemple comme ça de David Guiraud, parce que Meyer Habib, j'ai la vérité, voilà, il a plutôt été, je trouve qu'il a été, il a pas tellement agressé. Hein. Puis bon, David Guiraud qui met un coup de pression et qui pousse comme ça les gens, c'est inadmissible. Hein. Excusez-moi, ça franchement, c'est une image qu'on ne veut pas voir. Alors, est-ce que vous comprenez que le député de la France insoumise soit exclu 15 jours? La plupart de oui, Valérie Benaïm, bien sûr, oui, il n'y a que Gilles Verdez qui met non, mais on peut le comprendre, Gilles Verdez, c'est aussi... Il y a un drame absolu. Comme la France insoumise, il y a eu un drame absolu avec des images qui m'ont retourné l'estomac, évidemment, parce qu'on les a tous vues, ces images de Rafah. Bien sûr. Ça vous non, mais tu ne peux pas ne pas être insensible. Impossible d'être insensible à ce qui s'est passé. En l'occurrence, mais en revanche, là, ce député dont le nom m'échappe savait... Non, savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il sait que c'est interdit dans l'hémicycle. On ne peut pas brandir un autre drapeau que le drapeau français. Donc il savait très bien que ça allait faire un buzz incroyable et qu'après, derrière, il pourrait, à quelques jours des élections, ramasser, entre guillemets, la mise. Donc c'est totalement cynique. Ces personnes ont fait un rapport sur l'audiovisuel. Comment ils peuvent avoir une crédibilité quand ils font ça, quand ils font que des buzz, quand ils n'ont
aucune. Ils sont en train de, vraiment, je vous le dis, de salir toutes les institutions actuellement. Hein, et ils sont en train de foutre un bordel monstre partout où ils passent et ils veulent donner des conseils à l'audiovisuel. Écoutez-moi, quand je vois David Guiraud, comment il insulte de porc, parce que c'est plus grave, hein, ce qu'il a dit de dire à un mec t'es un porc, plutôt que ce qui s'est passé avec Louis Boyard ici, je peux vous dire qu'ils n'ont plus aucun conseil à nous donner. Mais il ne dit pas ça à un mec, il dit ça à un député juif. Exactement, un député. Député. Voilà. Et Meir Habib a dit tout à l'heure que c'était la plus vieille insulte antisémite de l'histoire, traitée de porc un juif. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Lui, normalement, pour moi, il est disqualifié, encore une fois. Alors, Gilles Verdez, c'est normal, il joue sa partition. Voilà, on le sait. Hein. Gilles Verdez, donc, il ne comprend pas que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours. On vous écoute, Gilles Verdez. Je ne joue pas ma partition, mais pour moi, la sanction, elle est totalement délirante. Pour un salut nazi, il y avait eu un simple rappel à l'ordre. Rappel à l'Assemblée. Juste pour un député, La République En Marche. Rappel à l'ordre. Et là, privation des indemnités, la moitié pendant 2 mois, exclu 15 jours. Vous auriez fait quoi, vous? C'est le minimum. Rappel à l'ordre, c'est tout. Rappel à l'ordre. Arrêtez, Gilles Verdez. Arrêtez. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que il y a des incessant. Mais c'est incessant. C'est en fait c'est comme un élève qui fait tout le temps des conneries. À un moment ils disent on n'en peut plus. Donc Gilles Verdez, vous défendez une fois de plus l'indéfendable. Mais non, pas du tout. Mais vous jouez votre partition, c'est normal. Mais je ne joue pas ma partition, je dis lui, il fait un acte politique, il brandit non, mais c'est interdit. Bien sûr que c'est interdit. Je sais que c'est interdit comme un salut nazi, mais c'est un truc politique. Gilles Verdez, votre exemple n'est pas le bon. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, alors, un salut nazi, c'est immonde. Je peux rejoindre Gilles, c'est que la sanction était trop faible. Exactement. À la limite, dire que la sanction était trop faible pour le gars de Renaissance, oui. Mais là, la sanction, arrêtez. Mais c'est disproportionné. Mais arrêtez, c'est pas du tout disproportionné. Il brandit un drapeau sous le coup de l'émotion. Mais arrêtez, Gilles Verdez. C'est un acte politique. C'est pas du tout de l'émotion. Mais il insulte personne. Mais c'est pas du tout de l'émotion. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On va voir ce que vous en pensez. À tout de suite, mes chéris. À tout de suite. Ça secoue aujourd'hui. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, ça a failli vraiment se taper. C'est fou. C'est fou. Mais Meir Habib a dit après l'interview avec Guiraud qu'il était à 2 doigts de lui mettre un coup de boule. Cela dit, depuis qu'il y a les filles, c'est le bordel à l'Assemblée. Ouais, c'est vrai. Presque tous les jours, ils ont des rappels quand il y a des séances. C'est fou. Le dernier qui s'était fait exclure des filles, c'était Thomas Porte. Il avait pris un ballon, il avait collé la tête d'Olivier Dussopt, ministre du Travail au moment des retraites dessus. Il avait mis son pied dessus. Ah oui. Non, on disait que c'était de l'hypocrisie. Vous disiez à la pause pour vous expliquer à Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez a dit que c'était de la passion, de l'émotion, comme d'habitude. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez lui répondre à Gilles Verdez? Non, merci mamie, c'est bon, t'as assez entendu ce soir. Quand vous mettez de ta salive tant qu'il t'en reste. Merci. Oui. Quand vous mettez, c'est mon arrière-grand-mère quand même. Attention. Quand vous mettez Rima Hassan 7e de votre liste sur donc la liste pour les européennes, que vous occultez complètement Manon Aubry qui n'est plus tête de liste, c'est Rima Hassan que vous mettez en avant avec cette stratégie de faire de Gaza le sujet unique. Léon Desfontaines, il était intéressant tout à l'heure, le candidat communiste, il vous disait qu'il avait envie de parler du quotidien des Français, de la fin du mois. LFI ne parle plus que de Gaza. On l'a vu hier tout sourire à la manifestation. Ça, c'est pas oui, ça c'est incroyable. Ça arrive, on dirait que c'est une rockstar. Elle est tout sourire à la manifestation. Ce n'est que du cynisme. Toute contente avec Louis Boyard derrière, qui est bon, lui, on le connaît. De toute façon, il sourit tout le temps. Lui, c'est comme, lui, c'est. Louis Boyard, comme il ne sait rien faire d'autre, il sourit. Donc c'est normal. Vous savez, donc, quand vous ne savez rien faire, vous souriez bêtement. C'est une tactique électoraliste à quelques semaines d'un scrutin important, avec toujours cette même stratégie de faire de Gaza le sujet numéro 1, mais pas seulement le sujet numéro 1, le sujet unique. Il ne parle plus que de cela. Donc évidemment que c'est pas sous le coup d'émotion. Elle a été beaucoup critiquée sur les réseaux parce qu'elle était toute sourire. Rima Hassan, bien sûr. Elle était avec Godefroy de Montmirail derrière elle. Ce qu'ils ont fait pendant la manif, c'est inadmissible. C'est insupportable. Récupération politique, et récupérer d'un truc catastrophique. C'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'émotion. Ce que fait ce monsieur-là, c'est inadmissible parce qu'il est... Moi, je suis pour les institutions, je l'ai toujours dit ici. Il n'a pas à brandir un drapeau dans l'Assemblée. C'est la règle. Néanmoins, on est en train de donner raison à la LFI. Tous, on est en train de donner raison. Parce que j'ai regardé ce qui s'est passé depuis 48 heures et on nous a demandé le 7 octobre de condamner sans réserve ce qui s'était passé le 7 octobre. On l'a tous fait. On a demandé à tous les musulmans de condamner ce qui s'était passé le 7 octobre. Et moi, j'ai des yeux, je vois ce qui se passe. Et je vois et je suis triste de certains silences. Parce qu'il y a des silences
qui devraient sortir. Il y a des mecs qui devraient sortir de leur silence. Et il y a certaines personnes qui devraient prendre la parole et condamner ce qui s'est passé dans ce camp de réfugiés. Parce qu'on leur a dit, il faut partir de chez vous, vous allez vous faire bombarder. Ils sont partis de chez eux, on les a bombardés. Et là, l'excuse, parce que c'est qu'une excuse, de dire il y avait 2 terroristes cachés au milieu de tout ça, on a bombardé des femmes et des enfants. Et moi, je trouve qu'on ressortirait grandi si tout le monde condamnait. Ah, bah, va sur les réseaux sociaux, va sur les réseaux sociaux, va regarder, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ne faites pas semblant de ne pas savoir, qui n'a pas condamné, il y a beaucoup de gens, Cyril, qui n'ont pas condamné. J'ai beaucoup de gens qui sont venus ici sur le plateau pour nous demander à nous de condamner ce qui s'était passé, et à juste titre. Et très bien, et heureusement qu'on condamne un acte terroriste, heureusement qu'on condamne le Hamas. Mais je vois ces mêmes personnes-là qui ne mettent aucune photo, aucun commentaire et aucun tweet. Et les gens ne sont pas cons, les gens le voient. Il ne veut pas le dire, je ne sais pas de qui. Non, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de personnes. Non, mais juste là, on parlait sans nom ici. Mais on donne raison à la LFI, Cyril. Non, on donne raison. Si on leur donne raison. Ça n'a rien à voir. C'est bon, Raymond, ça n'a rien à voir. Le gouvernement a tout de suite évidemment condamné. Tout le monde a condamné. Tout le monde a condamné. Même Israël a condamné. Donc voilà, donc tout le monde a condamné. Bon, Biden aussi. Voilà, exactement. Biden, c'est normal. Bah, bien sûr, tout le monde a condamné. Non, mais c'est tout le monde a condamné. Juste le truc, on parlait de ce drapeau, voilà aussi, parce que qu'on soit ému, on le comprend tout à fait. Mais qu'on enfreigne encore les règles, et c'est pas ça qu'on est en train de dire. Vous dites encore n'importe quoi sur on donne raison à la LFI. La LFI aurait pu. Je l'ai condamné, lui. Hein. Il dit n'importe quoi, lui. Hein. Il fait n'importe quoi, lui. Je lui ai dit qu'il faisait n'importe quoi, celui-là. Ah, vous l'avez vu? Je l'ai dit qu'il fait n'importe quoi, celui-là. Oui, non, mais c'est pas ça. Je vous dis, la LFI aurait pu, justement, avoir une séquence positive. Et une fois de plus, et c'est du négatif qui sort sur eux, parce qu'ils sont, encore une fois, outranciers. Mais il faut plus rien en attendre de la LFI. Faut pas être naïf. En sortant un drapeau comme ça, ils veulent laisser entendre qu'il n'y a que eux qui sont sensibles au drame palestinien. Alors que toute l'Assemblée nationale, évidemment, a été émue, était choquée par ce drame qui s'est passé à Rafah. Tout le monde a été ému. En sortant ce drapeau de façon pseudo-spontanée, il ne l'avait pas dans sa poche comme ça par hasard. Ils veulent faire croire qu'il n'y a que eux qui sont émus. La LFI, c'est pas l'Assemblée qui vont chercher. Ils vont chercher les gens dans la rue. C'est des malins. Merci, Raymond. Merci Raymond. Regardez s'il vous plaît le sondage, s'il vous plaît. Comprenez-vous que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours? Gilles ne comprend pas. Oui, à 67%. Les gens comprennent qu'il soit exclu à 67%. Enfin, c'est un des meilleurs scores de Gilles Verdez, 32%. Vous savez, Gilles Verdez, maintenant, il se contente des échecs, même si maintenant, il se dit, il sait qu'il va être en échec, mais il se dit à combien de pourcents? C'est un petit peu comme la LFI. Voilà, il est comme ses amis de la LFI. Il sait qu'il sera toujours en échec, mais il ne sait pas combien de pourcentage il sera. Pourquoi vous riez, vous? Parce que c'est mon chouchou. C'était spontané. J'ai même pas pu le contrôler et le contenir. Parce que c'est mon chouchou. C'est un plaisir, Cyril. Ah non, mais moi, vous voir, ça fait partie de mes... On va qu'on se voit plus. Bah, on va se voir plus. Je veux qu'on se voit plus. Ah, moi aussi. Je veux qu'on se voit plus pour des raisons de santé. Exactement, de bien-être. Exactement. De bien-être au travail. Parce que quand je vous vois, je suis bien. Merci. Sunshine. Merci ma vie. Merci. Les délocalisations des émissions de France Télévisions à Cannes auraient coûté plusieurs millions d'euros. Ça y est, on a l'addition. Jacques Cardoz. Voilà, Jacques Cardoz arrive et Jacques Cardoz a enquêté sur France Télévisions à Cannes. Alors France Télévisions, on vous a fait la compile des émissions délocalisées par France Télévisions. France Télévisions, on rappelle que c'est le service public. Hein. Je dis bien public. A priori, on parlait d'une ardoise de 6 millions d'euros. Il nous dira tout, Jacques Cardoz, dans un instant, puisqu'il a enquêté. Et quand Jacques Cardoz enquête, je peux vous dire que ça fait mal à la quéquette. Regardez. C'est à vous, à Cannes, en direct jusqu'à 21h pour célébrer le cinéma, le 77e Festival de Cannes. Bienvenue pour cette édition spéciale de 20h30 le dimanche, à l'heure du Festival de Cannes. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, c'est la magie du Festival de Cannes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Quelle époque, votre talk show du samedi soir, émission exceptionnelle ce soir en direct du 77e Festival de Cannes. Est-ce que le public de Cannes est le meilleur de France? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. La tristesse, quand je vois tout ça, sans rigoler, ça me rend tellement triste. Si peu de talent pour autant de moyens. Allez, merci, on y va. Cyril, en tous les cas, la CGC, l'un des syndicats les plus actifs à France Télévisions, a décidé de porter plainte. Porter plainte l'année dernière, on s'en souvient, à l'occasion des dépenses assez importantes des dirigeants de France Télé à l'hôtel Majestic, environ 120, 130 000 euros, qui à ce jour ne sont pas réellement justifiés, qui vont peut-être faire l'objet d'une enquête judiciaire, puisque la CGC a déposé plainte devant le parquet. Les 3 mois légaux sont passés et désormais,
le doyen des juges d'instruction est saisi et va probablement lui-même nommer un juge d'instruction pour instruire cette affaire. Alors, comment ça a coûté cette sauterie-là? Alors, cette année, on est sur une estimation qui va de 6 à 10 millions d'euros. Ah ouais, d'accord, 10. Ah ouais, là. Ben oui, parce que c'est entre 6 et 10 millions d'euros. C'est très difficile de quantifier parce qu'il y a des contrats annuels, notamment toutes les productions de Media One. Il y a 2 émissions qui sont produites par Media One. Ce sont des contrats annuels. Donc après, il faut rajouter, en fonction des avenants, toutes les dépenses qui sont liées au déplacement. Les transports, les missions, les frais de mission, les frais de retransmission. Voilà, donc ce sont énormément de dépenses. Pour vous donner un ordre d'idée, la production de Télématin, donc là pendant 12 jours Télématin était en direct, la production de Télématin sur l'année, c'est environ 40 millions d'euros. Donc ce n'est pas très étonnant qu'on soit entre 6 et 10 millions d'euros. Donc ce qui est très grave, c'est que sur la plainte de l'année dernière, la CGC parle de détournement de fonds publics et que les dirigeants de France Télévisions, là-dessus, encourent une peine de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Et si jamais le fait qu'il y ait... que ce soit fait en bande organisée était établi, eh bien ça pourrait monter jusqu'à 7 ans, donc c'est important. Il faut préciser que France Télé, sur les dépenses de l'année dernière, précise qu'ils ont obtenu ce qu'on appelle un barter. Alors c'est un jargon qui définit un échange entre une agence, un échange de bons procédés entre une agence et les espaces publicitaires. Voilà. Et donc ils estiment qu'en s'appuyant là-dessus, il n'y a pas d'argent public qui aurait été détourné. La CGC n'est pas du tout d'accord, mais ce sera à la justice évidemment d'en décider sur ce point-là. Là, je parle de la plainte de l'année dernière. Mais évidemment, les syndicats se réservent la possibilité de déposer plainte à nouveau sur les dépenses qui sont en cours sur cette année. Autre information qui est importante, c'est que Manuel Alduy, qui est l'un des directeurs, qui est le directeur cinéma de France Télévisions, lui, l'année dernière, il a fait partie de ceux qui étaient invités à l'hôtel Majestic. Bon, il a suivi la troupe. Et puis, ensuite, il y a eu la fuite des factures qui ont été révélées. Et lorsque le cas s'est représenté de pouvoir retourner à l'hôtel Majestic cette année, lui, il a dit non, moi, je veux aller dans un autre hôtel parce que la plainte, elle n'est pas seulement déposée contre Delphine Ernotte, elle est aussi déposée contre France Télévisions. Donc, si jamais il y avait une instruction au pénal, évidemment, les dirigeants pourraient nommément être eux-mêmes poursuivis pour ces affaires-là. Et enfin, la CGC, elle s'appuie sur la loi Sapin 2, qui est relative à la transparence et la corruption dans la vie publique. Donc, c'est une affaire assez sérieuse. Autre événement... Cyril, il y a récemment, et je pense que ça va vous intéresser, le 23 mai dernier, le dirigeant, M. Levan Kim, qui est dirigeant de Together Media, il s'est invité dans une émission, mais vous allez voir l'histoire, il s'est invité dans une émission qu'il coproduit. Je l'aime bien, moi, je l'aime bien. Ouais. Sauf que la dernière fois que France Télévisions a fait ça, l'ARCOM leur a tapé sur les doigts. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'argent, mais il s'agit d'une problématique avec l'ARCOM. Ça va. Ah ben oui, mais normalement, il peut y avoir soupçon de conflit d'intérêts. Il est extrêmement gentil avec moi. Ouais. Mais c'est pas lui, c'est les dirigeants qui laissent faire ça. Oh, je l'adore. D'accord. Bon, il peut qu'il aille dans ses émissions, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, c'est pas le problème. C'est pas le fait que lui. Il est sympa avec moi. Ouais. Il m'adore. Vraiment, il m'adore. Mais encore une fois, il faut expliquer que les règles sont très différentes dès lors qu'il s'agit d'argent public. Et encore une fois, là, c'est pas lui forcément qui est en cause, mais les dirigeants qui tolèrent ou qui ne tolèrent pas certaines pratiques. Question au producteur. Non, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je voulais juste savoir comment ça se décide une délocalisation pendant le Festival de Cannes. C'est quoi? C'est Ernotte? C'est Simon Gomez qui décide? Il y a une réunion, un brainstorming? Ils disent les mecs où est-ce qu'on va acheter l'oseille, et puis ils réunissent tout le monde et puis ils font plaisir. Je vais vous dire comment ça se passe, moi. Je vais vous dire comment ça se passe. Ça fait les malins sur les plateaux télé et puis ils vont dire tiens, t'as envie d'aller à Cannes? Eh ben vas-y, allez, on va à Cannes. C'est quoi? On va tout délocaliser à Cannes. Tiens, il envoie un autre soir. Il va voir parce que Karim Rissouli à Cannes, c'est comme si tu disais Daniel Moreau à Coachella. Non mais sans rigoler. Franchement, non mais les mecs, faut arrêter. Karim Rissouli à Cannes. Mais
déjà, son émission marche pas toute l'année et il l'amène à Cannes. Karim Rissouli, c'est pas le roi du show, hein, c'est pas David Guetta. Non mais sans rigoler, je vous dis. Donc Karim Rissouli à Cannes, c'est juste un mec qui était sur le plateau qui a voulu faire le malin. Ah bah tiens aussi, toi aussi, je t'amène à Cannes. Voilà. Bon, Karim Rissouli à Cannes. Écoutez, voilà, vous avez tout dit. Voilà, donc écoutez-moi bien, c'est tout. C'est juste des mecs qui ont voulu faire les malins et qui sont pris 10 millions d'euros dans la tête et qui vont être bien contents dans 2 mois quand ils vont se reprendre le retour de bâton. Quand le boomerang va arriver, je peux dire qu'ils vont bien le prendre dans la tronchetta. Petite chose. Juste, j'ai vu des journalistes qui disaient enquête complémentaire. Ils disaient Hanouna va faire l'enquête complémentaire sur les JO. Parce qu'il ne fera pas France Télévisions. Alors, je vous explique. Je vais vous expliquer très simplement. Parce que j'ai vu c'est de nombreux trucs. J'ai vu notamment Benoît d'Aragon, que je cite. Voilà, d'Aragon. Voilà, c'est pas le poète, hein, le journaliste. Donc, journaliste Benoît d'Aragon qui a dit Hanouna n'a pas fait le complément d'enquête sur France Télévisions. Benoît d'Aragon, je sais que tu travailles sur l'émission Média là, qui fait 100 000 téléspectateurs. Hein, voilà, c'est catastrophique là. Bon, j'ai été parrain de l'émission pour vous dire. C'est la seule émission où j'ai été parrain. Vraiment, je peux vous dire, bon, ils m'ont tanné pour que j'y aille. Je suis allé là-bas. Bon, voilà, c'était à charge totale. Et puis en plus, c'est l'émission où j'ai fait le moins d'audience de ma vie. Une catastrophe. Voilà, donc lui, je lui dis, t'inquiète pas, France Télévisions va s'en occuper. Les audiences, là, actuellement, voilà, en prime time, c'est moins bien qu'en septembre ou en octobre. Quand l'heure d'hiver va arriver en octobre ou en novembre, t'inquiète pas qu'il y aura l'enquête complémentaire sur France Télévisions pour qu'on fasse le plus d'audience possible. Donc t'inquiète pas, il est prêt. Je vais juste faire 2-3 retouches et rajouter des choses et non pas enlever des choses, rajouter des choses que je vous ai demandées. Et puis, on va en parler, vous inquiétez pas. En octobre, ça sera diffusé. Quand l'heure d'hiver arrivera, il sera bronzé. Vous savez quoi ? Je le dis. La première semaine de l'heure d'hiver, il sera diffusé dans la semaine. Comme ça, il y aura plus de monde à la télévision. Et j'enverrai le DVD à mon ami d'Aragon, Benoît. Voilà, merci. D'autres choses ? Ben oui, j'avais plein d'autres choses. Mais oui, mais là, on est... venir demain. Non, mais juste une petite info, parce que c'est quand même incroyable. Rien que la réservation à l'Hôtel Majestic, c'est 48 nuitées. C'est-à-dire que, ils sont 4. Ils sont 4. Mais le festival, c'est 15 jours. Ben oui, mais ils sont 4, il reste 12 jours. Ah ouais. 12 jours x 4, ça fait 48 nuits. Non, fort. Ah ouais. À 1 800 € la nuit, vous faites le calcul. Voilà, c'est très important. Et ça intervient au même moment. Ils mangent là-bas. Ah oui, bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les frais de mission, ça mange pas du riolet. Frais de bouche. Moi, j'ai une question. Ça mange pas du riolet, ces gens-là. Et pour vous donner une indication aux téléspectateurs, c'est que... Moi, j'ai vu dans le complément d'enquête, ils ont dit qu'une chose, c'est que je mangeais des hamburgers, que j'aimais pas la grande cuisine. Donc voilà, pour vous dire, ils ont dit sur moi. En ce moment, il y a un festival. En ce moment, il y a un festival des Outre-mer. France Télévisions. À Marseille. J'ai reçu la liste du nombre de gens qui sont invités. C'est 60 personnes qui se déplacent. Ouais. Donc, je n'ai pas le chiffre exact. T'es sur leur côte, toi, hein? Ah oui, je suis sur leur côte. Tu me demandes d'enquêter, je gratte. Oui, Kelly. Moi, j'ai une question. Et ça a coûté 1 million d'euros sur Marseille. Ah. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de syndicats qui disent, bah ouais, mais nous, par exemple, la clim à Nouméa, elle ne marche pas. Le million d'euros, on aurait préféré qu'il soit... Oui, Kelly, dernière question. Là, j'ai une question hyper bête, je pense. S'ils ont une amende France Télé, qui est-ce qui paye encore les Français? C'est nous, comme des cons. Bah oui. Ah, voilà. Du coup, ça tourne en rond, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. La question, elle n'est pas con. La question, je ne veux pas d'amende. Elle fait partie de l'enquête complémentaire. Plus tu vas leur donner des amendes, et plus c'est nous. Non, mais on veut les amendes. À un moment, ils ont un budget, ils vont piocher dans le budget. Il faut sanctionner les gens qui dirigent. On pleurera pas s'il y a moins de n'oubliez pas les paroles. Tu peux pas sanctionner les gens qui dirigent. Ils enlèveront des n'oubliez pas les paroles. Non, mais s'il vous plaît, ou bien tout le monde veut prendre ma place, ou j'ai la mémoire qui flanche, ou on joue tous avec la mémoire. T'inquiète pas, ils en enlèveront une petite cinquantaine, et puis c'est bon. T'inquiète pas, non mais c'est bon, ils vont pas nous gonfler. C'est pour ça qu'il faudrait punir les gens individuellement. T'inquiète pas, ils vont pas vous demander de l'argent, ils vont juste enlever 2-3 émissions. Mais tu peux pas dégager les gens qui lancer une nouvelle émission là, rentrer dans la lumière, ils vont éteindre la lumière et puis c'est bon, tout le monde va rentrer chez soi. Je veux dire, ça va être vite réglé, t'inquiète pas. La question de Kelly, elle est très importante. L'année dernière. Je vais donner la réponse, ils vont enlever des émissions, c'est tout, ça aussi. Mais tu punis les téléspectateurs, pourquoi pas punir les dirigeants? Non, tu punis pas les téléspectateurs avec des émissions qui font 4% de téléspectateurs. Comme les contrats sont signés. Enlever les chiffres et les lettres. Est-ce qu'ils peuvent pas rendre des comptes simplement? Non, mais c'est bon, tu le sais bien, les contrats sont signés à l'avance et donc l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont obtenu des rallonges budgétaires. Donc non seulement il y a les 4 milliards qui sont votés, mais il peut y avoir des rallonges. Ça a été 50 millions et 130 millions l'année dernière. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal tout à l'heure à France Inter. Elle veut privatiser. Privatiser. Allez, merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir de vous voir. On se retrouve dans un instant. Les chéris, on aura en exclu. Vous avez vu l'histoire de Richard Berry? On a en exclusivité la réponse de Richard Berry.
C'est Biglaoui qui nous la ramène, à tout de suite. En direct, dans un instant, Michel Marie arrive et Biglaoui également. Les deux. Il sera là, oui. On aura les Michel Marie et Biglaoui côte à côte. J'espère que ça va pas dépasser, j'espère que ça va pas déborder, que ça va pas dégouliner. Catherine Hegel, mère de Colin Berry et ex-femme de Richard Berry. Hegel, écoute, c'est bon, ça va. C'est mon idole. C'est ton idole. Ton idole, ça va être le roi du silence. Mère de Colin Berry, ex-femme de Richard Berry, accuse l'acteur de violence conjugale. On a la réponse en exclusivité de Richard Berry. Par le biais de Biglaoui. Poisson de 150 kilos, rat, maladie, Anne Hidalgo, que peut-on trouver dans la Seine? De gros doutes persistent sur la qualité de l'eau de la Seine. On peut y trouver des poissons de 150 kilos, des rats porteurs de bactéries et même des cétacés. C'est-à-dire que c'est des petits poissons qui font comme ça. C'est assez. C'est des poissons de théâtre. C'est assez maintenant. C'est des théâtres, les poissons. Regardez les animaux dans la Seine et je rappelle que Gilles Verdez va se baigner. Voilà, donc la seule chose, c'est on n'a pas envie de savoir comment, on a envie de savoir quand, pour savoir quand on met un terme à son contrat pour des raisons médicales. Regardez. Si vous piquiez une tête dans la Seine, quel animal pourriez-vous rencontrer? Le plus répandu est le silure, un poisson pouvant peser 150 kg, inoffensif pour l'homme. Autre rencontre possible, des rats, excellents nageurs. Dans l'eau, ils peuvent transmettre une bactérie potentiellement dangereuse. L'Académie vétérinaire de France rappelle qu'un vaccin contre la maladie est disponible. Alors que plusieurs épreuves des Jeux Olympiques doivent se dérouler dans les eaux de la Seine, le gouvernement l'assure, la qualité de l'eau sera suffisante pour pouvoir se baigner. Alors, c'est marrant. Oui. Des silures, le poisson de 150 kilos, il y en a partout. C'est totalement inoffensif. Il y en a un derrière vous, c'est hyper sympa. Ça fait rien. Il faut arrêter. Mais non, mais attends, tu vas te prendre ça dans l'arrêt, tu vas voir. Bien sûr. Ça va te faire tout drôle. Arrête un peu. T'as vu ce qu'ils disent? Les rats qui nagent bien, donc tu vas avoir des rats comme as. Ouais. Oh, c'est Verdez. Non mais Gilles, arrête un peu. Vous avez des rats partout. Arrête un peu. On n'a pas des rats partout. T'as des rats dans ta baignoire, toi? Eh ben écoute, je comprends pourquoi tu te laves pas souvent. Non mais je comprends pourquoi tu te laves pas souvent si t'as des rats dans ta baignoire. Mais non, mais si tu te baignes. On ne fait pas les JO partout. Mais là, on le fait dans la Seine où il y a des rats. Mais tu crois que les rats vont mordre les triathlètes comme ça? Bien sûr qu'ils vont les mordre. Tu crois quoi? Tu crois vraiment qu'il n'y a pas un triathlète qui va se faire mordre par un rat? Mais qu'est-ce que tu peux être? Ah bah je veux Paris, ce que vous voulez. Vraiment, mais sans rigoler. Mais tu vois bien qu'on n'est pas prêt. On a 58 jours des JO. Tu vois bien qu'il y a des rats, il y a des silures. Mais oui, c'est très bien les silures. Mais arrête un silure, mais arrête un peu. Tu vas me dire que tu connais aux silures, toi. Mais bien sûr, je connais les silures. Rien aux silures. Ah bah alors là, les silures. J'allais les voir tous les dimanches dans la Marne. Je peux même vous dire où il y en avait. À côté du club d'aviron. À côté du club d'aviron, retourne-y, va dans la Marne. C'est quoi? Va te baigner dans la Marne. C'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. Non mais Gilles Verdez, non mais regarde-moi ça. On dirait Gilles Verdez à son réveil. Non mais sans déconner. C'est normal qu'il aille leur bain. Non mais oh, ça va pas, non mais sans rigoler. Non mais Gilles Verdez, c'est pas possible. Ce qui sort de sa bouche, c'est des silures aussi. Alors, parlez de ça, là, j'ai un truc à faire. Et donc, du coup, on va demander aux sportifs de se faire vacciner contre les rats, c'est ça? Non, mais je sais pas, mais les sportifs, avant de se baigner là-dedans, frère, c'est pas se faire vacciner. Ils vont faire des vaccins qu'ils n'auront pas envie de faire. Il n'y a pas de vaccin pour ça, en fait. Il a dit le gars dans le reportage. Du rat. Contre la leptospirose. Surtout que dans la Seine, il n'y a pas que des rats, des silures, etc. Il y a aussi plein de choses que les gens jettent. Bien sûr. Des vélides, des frigos, comme ça. D'ailleurs, est-ce que je peux te donner un conseil? Jette ton slip, parce que comme tu le mets recto verso tous les soirs, à mon avis, jette-le dans la Seine, tu vas voir. Donne-le un silure, il va être bien, un silure en slip. Tu vas voir, je te le dis. Il va couler. Je peux dire, il va être tellement lourd, tu vas voir, qu'il va couler. Non, mais je peux te dire. Dans toutes les rivières, hein. Oui, mais enfin, d'accord, mais sauf que là, il y a les JO, arrête de venir comme dans toutes les rivières. Mais oui, arrête de dire des bêtises. Il n'y a pas des JO dans toutes les rivières. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, Gilles? Il y a un athlète qui plonge, qui se prend un frigo dans la gueule parce qu'il y avait un frigo GTA juste avant. Ah, mais c'est ça, bien sûr. Il va se prendre un micro-ondes dans les couilles, tu vas voir, ça va faire tout drôle. Non, mais tu crois quoi? Non, mais tu vas voir, tu trouves n'importe quoi dans la Seine. Même toi, on va te trouver, donc pour tenir. En tout cas, c'est beau si c'est ça. Moi, j'attends de voir comment c'est beau derrière vous, là. Bien sûr que c'est beau. Mais bien sûr, c'est beau. Non, mais attends, là, on va croire. Mais frérot, là, ça va être comme ça. Tu vas le voir comme ça, mais tu vas à l'intérieur. Quand les rats vont être comme ça, en train d'attendre les athlètes. Tu vas voir. Et les silures, tu vas voir, les silures. Voilà, regarde ça. Avec les rats, ils nagent hyper bien, les rats. Bien sûr. J'ai nagé avec des rats, moi. Ils m'ont dit, tu nages avec des dauphins, avec des rats. Je dis, faites-moi nager avec des rats. Surtout que les rats, ils sont très intelligents. Ils se préparent l'événement. Ça se trouve, ils sont en train de se réunir. Bien sûr. Bien sûr, il a raison.
le dis, j'ai vu des rats avec des dossards. À Châtelet. Je peux te dire. Allez, les chéris, on va parler de tout ce qui s'est passé avec Michel Marie et Big Laoui. Déjà, merci Michel Marie. On va démarrer par Michel Marie. Je connais un qui est passé chez Benetton. Il est beau celui-ci. Alors on va dire bien sûr Kiabi et bien sûr Monsieur de Fursac. Bonsoir. Vous avez vu comme il est plus haut que vous sur le siège? C'est normal, ça part de là. Bim, ça remonte. Il est plus haut sur un siège que sur ses pieds. C'est un truc de fou. S'il pouvait marcher sur ses couilles, il ferait 1m95. Malheureusement, il marche sur ses pieds. Crito, merci. Allez, on va parler avec vous dans un instant, Big Laoui. On n'a pas dit ce prénom une seule fois. Big Laoui, on va parler avec vous dans un instant. Juste, on peut parler de ces 8 mineurs interpellés en banlieue parisienne pour des guet-apens homophobes sur des sites de rencontres. Merci Michel d'être là. Oui, merci de m'avoir invité. Non mais c'est normal. C'est une affaire qui semble se reproduire de plus en plus. C'est-à-dire que ce sont des mineurs, là en l'occurrence ils sont 8, âgés de 14 à 16 ans. Et ils montent des faux sites sur des sites de rencontres via les réseaux sociaux, sur des réseaux homosexuels, pour piéger des gens qui viennent pour avoir un rendez-vous galant. Et là, ça se passe, ça a commencé à partir du 15 avril. Ça a commencé à partir du 15 avril. Oui. Un homme de 27 ans croit avoir un rendez-vous avec un jeune homme. Ça se passe le soir, évidemment. On est dans un endroit un peu isolé. Et on est à Aulnay-sous-Bois. Et là, il est sorti de sa voiture par une dizaine d'individus. Il est mis à nu, déshabillé, entièrement déshabillé, violé et roué de coups. Il a hurlé tellement fort que les voisins ont entendu les cris et ont prévenu la police. La police est arrivée et a heureusement mis un terme. Enfin, en tout cas, les délinquants ont pris la fuite. Et 2 jours plus tard, les policiers, je précise, qu'ils sont partis avec la voiture de la victime. C'est-à-dire après l'avoir déshabillé et violé, ils lui ont volé son téléphone, sa voiture et en fait tout ce qu'il avait. Donc il se retrouve nu sans rien. Et 2 jours plus tard, il y a un attroupement dans une autre cité d'Aulnay-sous-Bois. Et il se trouve que cet attroupement est autour de la voiture qui a été volée. Donc les policiers interviennent, fouillent cette voiture et dans le coffre de la voiture découvrent un gamin de 17 ans qui venait d'être enlevé et qui lui aussi avait rendez-vous, un rendez-vous galant avec un autre garçon. Donc l'enquête s'est poursuivie et ils ont fini par interpeller 8 mineurs, donc entre 14 et 16 ans. Les arrestations se sont passées lundi, donc lundi 27 et mardi 28. Et ils ont été placés en garde à vue et mis en examen pour viol, vol en réunion, etc. etc. Je précise que ce sont des collégiens. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, mais ça, quand on marche sur la tête. Dernier détail, les policiers ont fait la perquisition donc, chez les 8 mis en cause et ils trouvent quand même 3 armes de poing et des munitions. 14 et 16 ans. N'importe quoi. Une professeure attaquée au couteau en plein cours par un élève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le Maine-et-Loire, hein, une professeure d'anglais a été violemment attaquée. Hein. Ça s'est passé lundi, une histoire complètement folle. Pendant un cours, il est tôt, il est 9h45. C'est un élève de 18 ans, qui s'appelle Damien, qui se prénomme Damien. A priori sans raison, parce que sa mère s'est expliquée et lui ne donne pas de raison, une sorte de coup de folie. Il s'est levé en plein cours, il est allé vers cette professeure d'anglais. Il a un couteau à la main et il la frappe au visage. Il jette l'arme, il saute par la fenêtre et il prend la fuite. Évidemment, l'alerte est donnée, les gendarmes se mobilisent, ils sont une quarantaine et ils finissent par l'interpeller. Mais il est incapable de s'expliquer. C'est un jeune homme qui est totalement inconnu des services de police.
qui n'a pas, a priori, reçu une mauvaise éducation. Enfin, on ne comprend pas, à part le coup de folie, on ne comprend pas. Et c'était un lycée spécialisé pour la restauration rapide et les collectivités. Et c'est un petit établissement, ils sont 160 élèves dans cet établissement. Et il y a une préméditation parce qu'il a acheté le couteau 3 jours avant. Oui, c'est ça qui est... Oui. Donc c'est vrai que... Mais il n'explique pas pourquoi. Il parle de mal-être, de pression, voilà. Et donc le dialogue est courtois avec cette professeure d'anglais qui veut savoir pourquoi il n'est pas venu en cours récemment. Donc les autres élèves assistent au dialogue et d'un coup, il se lève, il l'attrape effectivement par derrière et lui donne un coup de couteau au visage. Un homme visé par 2 OQTF, donc 2 obligations de quitter le territoire français, poignarde 4 personnes dans le métro à Lyon. Il sort de garde à vue pour raison médicale. Non mais... Voilà. Je crois que tout est résumé. Hein, les mecs. Sur la tête. Pour des raisons psychiatriques essentiellement. Catastrophe. Effectivement, là, on a cette histoire qui s'est déroulée dimanche, dans l'après-midi, vers 14h30. Un usager du métro, je crois qu'on était entre la station Debourg et la station Jean Jaurès, c'est la ligne B à Lyon, dans le 7e arrondissement. Il a son téléphone portable, il écoute de la musique un peu fort. Il y a un passager qui lui demande de baisser le son ou en tout cas de mettre des écouteurs. Et en guise de réponse, il sort un cran d'arrêt de sa poche. Fort heureusement, il y a un autre passager qui devait pratiquer les arts martiaux, qui l'a désarmé très rapidement et qui l'a neutralisé, qui a jeté le couteau par la fenêtre et d'autres ont appelé la police et il a été interpellé dans le wagon. C'est incroyable. Alors, il a quand même prononcé des quelques phrases. Alors, je précise qu'il était sous OQTF depuis 2022. Qu'il aurait prononcé... Alors non, je confonds avec une autre affaire. Il est poursuivi par la mafia. Oui, c'est ça. Il a dit qu'il était poursuivi par la mafia. Dès le début, quand les enquêteurs arrivent, il dit « je suis poursuivi par la mafia ». Donc ça leur semble étonnant. Et effectivement, en garde à vue, il tient des propos un peu incohérents. Et donc, la garde à vue est interrompue pour raison médicale. Et il semble, on n'a pas encore tous les détails, mais que les OQTF aussi n'aient pas été prononcés, notamment parce qu'il séjournait régulièrement dans des hôpitaux psychiatriques. Il était de Vienne. Hein. Oui. De Vienne. Et en fait, je confonds avec une autre affaire parce qu'il y a eu aujourd'hui aussi une agression dans le métro. Oui, j'ai vu ça. Dans le RER. Dans le RER. Maison Alfort. Dans le Val-de-Marne, oui, je peux terminer. À la gare de Vert de Maison. Oui. Et là, l'agresseur a prononcé des mots on a qu'Allah et il a invoqué le Coran. Il a sorti son couteau et il a menacé des passagers. C'était cet après-midi. Un passager héroïque, Cyril, qui l'a désarmé. Un passager qui a réussi à le désarmer et qui a réussi à jeter le couteau par la fenêtre pour que les passagers... C'est la même... C'est l'affaire de Vert de Maison, Maison Alfort. C'est dans le RERD ce matin. C'est une deuxième affaire qui ressemble un peu parce qu'il semble que cette personne également puisse être déséquilibré. On en est encore au début de l'enquête. Les 2 affaires. Mais jure, il a mélangé les 2 affaires. Parce que c'est Gilles qui a raison. Oui, à Lyon, il n'a pas été désarmé. Mais les deux... À Lyon, il n'a pas été désarmé. Lyon, il est parti normalement. Exactement. Il y a eu 4... Oui, il s'est sauvé, il a été interpellé à la surface. Mais c'est 2 affaires identiques et qui finissent de la même façon, c'est-à-dire pas de garde à vue et hôpital psychiatrique. Oui, Gilles. Sauf que voilà, là, il a été désarmé avant de passer à l'acte. Et c'est ce qu'on dit souvent. Oui. Il y a des gens qui devraient à Lyon, il y a eu 4 personnes. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Dont 2 très graves, dont le pronostic vital est engagé. Il a pu passer à l'acte. Et on le dit souvent ici, il y a des bombes psychiatriques qui ne sont plus traitées et qui sont en liberté. C'est effrayant. Il y en a de plus en plus. Non, mais j'ai vu tout à l'heure un titre, un asile à ciel ouvert. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc avec des OQTF. C'est extrêmement grave, exactement. Obligation de quitter le territoire depuis 2022, comme l'a dit Michel Marie. On a une histoire incroyable avant qu'on parle et qu'on ait cette exclusivité grâce à Fabien Lecoeuvre sur l'affaire Richard Berry avec la réponse de Richard Berry en exclusivité. Ce dimanche, 4 enfants âgés de 2 à 6 ans ont été retrouvés abandonnés dans leur appartement sans aucun adulte. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est encore une histoire de fou, c'est-à-dire que je les collectionne. Ça se passe à Reims, c'est dimanche. Les pompiers reçoivent un appel téléphonique leur signalant la présence de 4 enfants, 4 garçons, qui sont tout petits. Ils ont entre 2 et 6 ans, nés en 2018, 2020, 2021, 2022. Et les pompiers se rendent sur place, c'est allée Beethoven, dans le quartier Wilson de Reims, quartier un peu défavorisé. Ils
frappe à la porte, on n'ouvre pas, il casse la porte. Et là, il découvre un appartement absolument dégueulasse, pas un meuble, une saleté repoussante, et 4 enfants réunis autour d'une petite plaque chauffante. Ils étaient dans un état de saleté repoussante. Et en fait, les pompiers ont été prévenus par une connaissance de la mère qui a fait une confidence en disant, voilà, j'ai abandonné les enfants dans l'appartement. Donc cette femme s'est permise d'appeler, cette personne, je ne sais pas si c'est une femme, s'est permise d'appeler les pompiers. Les pompiers sont intervenus, la police également est intervenue. Et au moment où ils étaient sur place, arrive la mère. Qui râle parce que la porte a été fracturée et bien évidemment elle a été interpellée, placée en garde à vue. On a également placé en garde à vue son compagnon qui lui était sous contrôle judiciaire pour une affaire de violence intrafamiliale sur mineurs. C'est pas le père des enfants. Non, c'est pas le père des enfants, c'est le compagnon de la mère des enfants. Lui, le compagnon était donc était sous contrôle judiciaire, donc a priori. C'est fou, Achille. Il s'est rebellé, ce compagnon, et au moins, il a été placé en détention parce qu'il a violé son contrôle judiciaire. Les violences sur mineurs, c'était contre les mineurs qui étaient là, retrouvés dans la maison totalement dénutris. D'accord, c'est important de le dire. Il les avait ça, déjà frappés. Il avait interdiction de les approcher. Donc il viole son contrôle judiciaire. C'est quelqu'un de très violent. Et le procureur a fait une conférence de presse en donnant des détails effroyables sur les enfants. Des couches châles, des excréments partout. Un avait des excréments sur le corps. La maison vide de nourriture, vide d'habits. Les enfants étaient quasiment nus et ils tentaient de se faire à manger sur une petite plaque chauffante. Il y a une odeur de brûlé quand les secours sont arrivés. Il aurait pu avoir le feu à la maison, ils auraient pu mourir à quelques heures près. Cette histoire est hallucinante. Alors la mère risque 2 ans de prison parce qu'elle a abandonné ses enfants. Je ne sais pas si elle les aura, mais... L'expression, c'est soustraction par ascendant de ses obligations légales compromettant la santé et la sécurité des enfants. C'est incroyable. C'est d'une violence inouïe, laisser des enfants comme ça. Enfin, c'est effroyable. Ces gens sont assez fous, quoi. Il est 21h03, on va passer maintenant à cette affaire. On va rappeler l'affaire Richard Berry avec Fabien Lecoeuvre qui est avec nous et Michel Marie, entendu, qui peut nous rappeler l'affaire Richard Berry, puisqu'il y a encore des rebondissements et on a en exclusivité la réponse de Richard Berry grâce à Fabien, en plus Fabien qui était au procès. Hein. Vous étiez, Absolument, oui, exactement. J'ai assisté à tout le procès il y a 15 jours, entre 13h30 et 1h30 du matin. C'est des procès très très longs aux assises. Ah oui, je vois ça, oui. Michel. En fait, l'affaire rebondit par le biais d'Instagram où l'ex... On va rappeler déjà qui est l'affaire, Gilles. Alors, Colline Berry avait accusé son père, Richard Berry, la fille de Richard Berry, de violences sexuelles lorsqu'elle était mineure en 1984 et 1985. Ça avait donné lieu à une affaire extrêmement médiatisée qui a été classée sans suite parce que la prescription a été établie. Ensuite, il y a eu des accusations réciproques de diffamation. Et là, donc, la mère de Colline, l'ex-femme de Richard Berry, sort du silence sur Instagram en dénonçant des violences physiques commises par Richard Berry lorsqu'elle était enceinte de Colline. Voilà. Elle dit « J'ai été notamment... Ma tête a cogné contre le lavabo, j'ai reçu plusieurs gifles, mon tympan a explosé, ce qu'on voit derrière vous. Voilà. J'ai pas porté plainte, je l'ai quitté. Voilà. On en est là. C'est Catherine Yegel donc qui sort du silence à propos de Richard Berry, qui aurait commis des violences physiques contre elle, qui l'aurait frappée. Violence conjugale. Il a reconnu lui avoir mis une gifle. Oui. Alors, attendez, on va revenir là-dessus. Oui, non, il n'y a pas de plainte, je précise. Hein. C'est dans le cadre d'une exposition qui a lieu sur Instagram. C'est-à-dire qui s'appelle Après les violences, où beaucoup de personnalités comme Bruno Solo, comme des gens comme Nagui, etc., qui viennent amener leur concours à cette exposition qui est utile quelque part aussi. Là, il se trouve que Catherine Yegel vient soutenir sa fille Colline dans cette procédure pour violence conjugale aujourd'hui. Donc c'est des faits qui sont passés il y a 48 ans. Bon. Et moi, j'ai posé la question à Richard Berry ce soir, qui est à l'Assemblée nationale actuellement, où on parle. Pour faire quoi ? Non, il assiste au procès, en fait, au débat qui est à l'Assemblée nationale en ce moment sur le prolongement de la vie ou pas. Et ça l'intéresse parce que socialement, c'est toujours... Avant qu'on ait sa réponse, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe et de cette affaire. Donc là, on en est où ? Donc c'est donc l'ex-femme de... On aura la réponse le 17 juillet, à la suite de la procédure qui a eu lieu il y a 3 semaines. C'est-à-dire que Jill Monson avait attaqué à ce moment-là Colline Berry pour diffamation, propos mensongers, orduriers, etc. Et voilà. Parce qu'elle estime que tout ce qu'elle a dit, c'est faux. Voilà. Elle estime qu'elle n'a jamais participé à des ébats sexuels, encore moins avec la fille de Richard Berry, ni avec Richard Berry.
et qu'on a tenté d'argumenter avec des éléments biographiques de sa carrière pour essayer de la faire passer pour une femme de mauvaise vie, pour influencer la cour en disant « Regardez cette fille qui sait, finalement, les jeux sexuels, ça appartient à son métier, à son univers ». Or, la démonstration a été faite pour dire « Mais non, on peut avoir posé nu pour un magazine Playboy dans les années 70, c'est pas pour ça qu'on a une petite vie, enfin une petite vertu en tout cas ». Voilà, donc le délibéré, c'est le 17 juillet. Mais en attendant, donc, pour revenir à Catherine Yegel... Catherine Yegel a écrit « Il cogne ma tête contre le lavabo, recousu à l'arcade, plusieurs gifles bien sûr. La dernière enceinte de 7 mois m'explose de tympan. Colline se retourne dans mon ventre, condamnée à une césarienne. J'ai pas porté plainte, je l'ai quittée. » Elle affirme avoir fait cette photo pour sa fille, donc Colline Berry. Voilà. « J'ai fait cette photo pour ma fille. Je n'en peux plus de l'attitude de son père et de Jean Manson. » Donc c'était dans Le Monde en mai 2004. Pendant toutes ces années, donc c'est l'ex-femme de Richard Berry qui parle. Je n'ai jamais fait un étendard de ce que j'ai vécu. Seuls mes amis étaient au courant. Mais aujourd'hui, j'ai peur pour Colline, devenue anorexique. Son père et Jane Manson ont dit de telles horreurs sur elle, la traitant de mytho et de menteuse. C'est pour ça que j'ai accepté de faire la photo. Je suis récompensée parce que cela fait du bien à ma fille. Je l'ai sentie heureuse. C'est extrêmement important ce qu'elle dit. Elle explique pourquoi elle a décidé de ne pas porter plainte. C'était il y a 48 ans. C'était une autre époque. Si j'étais allé dans un commissariat pour porter plainte, on m'aurait dit « Qu'avez-vous fait pour mériter ça ?» Ça ne servait à rien. Vous savez, dans ces situations-là, on a honte de ce qui nous arrive. Même quand j'ai vu mon obstétricien, après cette nuit de violence, je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai fait croire que ça m'était arrivé dans la rue. Il m'a examiné, a constaté que les coups avaient été tels que ma fille s'était retournée dans mon ventre. Donc c'est extrêmement violent ce qu'elle dit. L'avocat de Richard Berry a réagi à ces accusations. Voilà ce qu'elle dit. On aura la réponse de Richard Berry dans un instant grâce à Fabien. Richard Berry s'inscrit en faux contre le texte publié sur Instagram et conteste fermement les accusations de son ex-femme, donc Catherine Yegel. Tout n'est que mensonge. Richard Berry a reconnu lui avoir donné une claque. Ce n'est pas justifiable, mais c'est parce qu'elle l'insultait, le traitait de sale juif. Catherine Yegel était constamment ivre pendant sa grossesse. Comment se défendre 48 ans après? On est dans l'accusation éternelle, dit Franck Berton, avocat de Richard Berry. Il a annoncé réfléchir à l'opportunité d'une procédure en diffamation contre cette affaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement violent ce que dit l'ex-femme de Richard Berry, Gilles. Et c'est vrai que là, quand je vous ai lu le témoignage, et on est tous quand même assez... c'est une violence inouïe, même 48 ans après. En fait, elle dit presque que c'est un miracle que l'enfant ait été convenablement à terme parce que les coups étaient très violents. Elle était enceinte. Et d'ailleurs, Colline Berry l'a remerciée et la soutient. Les deux, depuis le début de l'affaire, sont main dans la main contre Richard Berry. Voilà. C'est difficile de savoir qui a raison, mais en tout cas, le témoignage est d'une force incroyable et d'une violence inouïe contre Richard Berry. À 2 reprises, le tribunal n'a pas donné raison à Colline Berry, il faut le rappeler quand même, à 2 reprises, hein, déjà. Bon, mais c'est vrai qu'elles agitent beaucoup le tribunal médiatique. Ils n'ont pas donné raison pour des causes, excusez-moi de vous couper, mais pour des causes de prescription. Oui. Pas pour des causes de vérité ou de manque de preuve, quand même. Parce qu'à un moment, si on n'amène pas la preuve, c'est quand même un élément important. Au-delà de la prescription, c'est la preuve. Il est 21h09 en direct. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de Richard Berry en exclusivité? Voilà, c'est Fabien qui l'a, puisque Richard Berry, c'est quoi en fait? Richard Berry vous a demandé de lire cette réponse. Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument, parce que moi je l'ai appelé pour apporter des renseignements ce soir à votre émission. Et donc Richard Berry vous a dit voilà ma réponse. Il m'a envoyé d'ailleurs un texto. Et puis après, je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué un peu les choses dans le détail. Donc, vous allez nous lire le SMS. Et après alors c'est selon Richard Berry que je vous communique. C'est très bien, c'est vraiment une exclusivité, merci. Voilà, parce qu'on a entendu la version de Catherine Yegel. J'aimerais bien qu'on entende la version de Richard Berry. C'est intéressant d'avoir la version de Richard Berry. Exactement. Je pense que c'est ça le vrai débat, à mon sens. Bien sûr, ah oui. Alors, attendez, je reprends la phrase. Vous voulez que je la dise sinon, parce que je vous sens un petit peu en difficulté au niveau de la lecture? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je veux que vous sachiez que j'ai reconnu avoir un jour donné une gifle à Catherine. J'avais 24 ans, car je ne supportais plus d'être traité de sale juif par elle et sa famille. La famille Yegel, donc c'est ouf. Quant à la blessure dont elle m'accuse d'être le responsable, elle se l'est faite toute seule, en vomissant toute seule dans son lavabo, car elle était ivre-morte en permanence pendant sa grossesse. Et même pendant la grossesse, Colline pesait 1,09 kg à la naissance directe en couveuse. Elle a été placée, évidemment, dans la couveuse. Et je continue. C'est Catherine la violente. C'est ce qu'il... voilà, exactement.
c'est Catherine la violente. Et comme vous le savez, cette famille est une famille profondément antisémite. Son père a été condamné 2 fois. Et on a les dates de condamnation, notamment la dernière qui est du 21 septembre 1959. Parce qu'il avait dit que les théâtres aujourd'hui de Belleville sont pourris par la juiverie. Il a été condamné à ce moment-là par la LICRA. Et puis pendant la guerre, il dit donc son père a été condamné 2 fois. 2 fois, notamment. Et Catherine est dans la même lignée, même si elle s'en défend. Merci, Richard Berry. C'est quand même extrêmement... C'est intéressant. Ce qu'on vous lit ce soir, c'est incroyable. Hein. C'est fou. C'est un débat familial passionnant. Non, mais c'est vrai que Parce que là, le mot de Richard Berry, il est très poignant aussi. Moi, quand je lis le mot de Richard Berry... Évidemment. Et donc son père, le père de son ex-femme, a été condamné 2 fois. Oui, c'est Pierre Yegel. Ouais. Pierre Yegel qui était marié d'ailleurs avec la sœur de Pierre Bellemare, Jacqueline Bellemare. Ouais. Et c'est Pierre Yegel qui a lancé Pierre Bellemare sur Radio Luxembourg à l'époque, qui est devenu RTL. Donc il y a une famille médiatique, etc. Non, mais il dit qu'elle était, elle le traitait donc de sale juif à longueur de temps, et qu'il avoue lui avoir mis une claque. Et d'ailleurs, il m'a bien dit par téléphone tout à l'heure, il m'a dit, mais elle ne m'a pas quitté. Ouais. C'est moi qui suis parti, n'étant pas accepté dans la famille des Yegel. Avec le passé qu'ils avaient, etc., ils ne m'acceptaient pas. Même quand ils faisaient tourner une salade, me racontait Richard, comme ça, dans des repas familiaux. Il était le dernier à se servir, il n'y avait plus de salade. Et ça faisait rire la famille. Ah ouais. Mais attention, ça a été très pénible, très douloureux pour lui. Attention. Et à un moment donné, il faut quand même... Moi, j'aime bien remettre... voilà, il faut bien sûr. entendre Catherine Yegel, c'est un droit. On voulait absolument avoir la réponse de Richard Berry. Et quand vous me donnez la réponse de Richard Berry, vous savez, voilà, là, on est tous vraiment abasourdis par la réponse de Richard Berry. Et ça, c'est respectable à un moment donné. Je pense qu'on ne peut pas charger un homme. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce d'assassinat sur Richard Berry qui est commandé. Ça se sent. C'est-à-dire que hier, c'était l'inceste qui n'a jamais été reconnu par les tribunaux, au-delà, sans preuve, sans rien. Même la fille de Jean Manson, Chirel a témoigné, Jean a témoigné, et des témoignages poignants. J'y étais, c'était bouleversant. Il y avait 200 personnes dans la salle. J'étais pas tout seul. Hein. Et à un moment donné, et alors maintenant, ils attaquent sur les violences conjugales. Parce qu'ils cherchent absolument, ils veulent le tuer, le massacrer. Moi, j'ai rencontré une fois, même 2 fois, Richard Berry est venu. Il a toujours été vraiment impeccable. Ça a été un invité vraiment impeccable. Mais après, ça ne veut rien dire. On comprend même. Je vous dis juste moi que je l'ai. Oui, mais Cyril, après, voilà, il faut avoir les 2 versions. Et moi, c'est vrai que Catherine Yegel, je me rappelle de cette actrice. En fait, elle était dans La vie est un long fleuve tranquille. Oui, puisque c'est la nounou de Daniel Gélan. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette espèce d'acharnement, à un moment donné, à vouloir tuer cet acteur. Parce qu'en fait, le vrai tribunal qui opère en ce moment... Et que s'il y a eu violence sur son ex-femme, ça, après, bien sûr, même si les faits sont prescrits, il faut quand même... Voilà, il y a 2 versions totalement contradictoires. Merci à tous. On reviendra là-dessus très vite. Merci à vous deux. Maintenant, tout de suite, Pandélie haut et court avec Clint Eastwood. Merci à vous deux. Merci.